Bonjour à tous, donc Anatole Aiguier, moi je suis effectivement directeur de recherche chez Nvia à Rennes, et aujourd'hui on va commencer par une session. On a deux intervenants qui ont des bagages au départ un peu différents, puisqu'il y a une ingénieure et puis un médecin psychiatre qui partagent cette session, et puis les deux chairman partagent également cette différence. Et ensuite ils ont des points communs, ils sont tous les deux rennais, et ils sont tous les deux en train de finir leur thèse de doctorat dans un laboratoire aussi qui est le même, Unité INSERM qui est le même qui est Visage. Ensuite pour Lorraine, il y a aussi une autre application. Donc on va commencer avec Lorraine et je passe le relais pour introduire l'argumentation de Lorraine à Thomas. Merci Anatole. Nous allons donc avoir le grand plaisir d'écouter et d'entendre Lorraine Perronnet, qui est doctorante en troisième année chez Nvia Rennes, qui travaille au sein des équipes hybrides et visage, qui est sous la direction d'Anatole Aiguier et de Christian Barillot, qui va nous parler des techniques de neurofeedback unimodal et bimodal, notamment en EEG et en IRM fonctionnel. C'est à toi. Donc oui, donc moi je vais vous présenter, je fais une thèse sur la combinaison de l'EEG et de l'IRM fonctionnel pour des applications de neurofeedback. Donc je vais vous présenter des premiers résultats de comparaison entre neurofeedback unimodal et bimodal, qui permettent de préciser un peu l'intérêt de l'EEG et de l'IRM fonctionnel pour le neurofeedback. Donc j'ai la chance de passer après Thomas, qui a déjà introduit les définitions de neurofeedback et les interfaces cerveau-machine, qui reposent sur des boucles fermées du cerveau. Donc il y a plusieurs définitions, tout le monde n'est pas forcément d'accord, et notamment il y a une définition assez récente des interfaces cerveau-machine qui englobe en fait les applications du neurofeedback. Et qui vise justement à la restauration, à la réhabilitation du cerveau. Donc ça me semble important de lever un peu les confusions, même si du coup Thomas l'a déjà fait, je repasse vite fait. Donc il y a des définitions des BCI qui englobent la définition du neurofeedback, donc comme si c'était un cas particulier. Il y a aussi la vision inverse, où un système de BCI c'est vu comme un cas particulier de système de neurofeedback. Puis dans les littératures, on voit aussi pas mal cet usage des termes, où le terme neurofeedback il est utilisé pour caractériser l'application ou le concept, et le terme interface à la machine il décrit plutôt l'implémentation. Donc c'est un usage qu'on voit assez souvent, et ça illustre un peu les conceptions que les gens ils ont des deux termes. Et puis ce qu'on peut dire sans trop se tromper, c'est que les applications des interfaces à machine, elles sont historiquement issues des applications du neurofeedback, et c'est illustré à juste titre dans des revues de l'état de l'art qui regroupent les applications du neurofeedback et des interfaces à machine. Voilà. Et on entend aussi beaucoup parler d'entraînement par neurofeedback pour l'usage des BCI, notamment les BCI dites actives, où la personne elle doit évoquer une pensée, une commande cérébrale bien particulière, et donc l'entraînement par neurofeedback va être judicieux dans ce cas-là. Et donc en fait, vraiment pour préciser les choses, il y a le terme de restorative BCI qui est apparu dans les années 2010, et qui est vraiment, c'est vraiment les BCI qui visent la même chose que le neurofeedback. Donc en fait, les termes sont quasiment équivalents, mais dans la communauté BCI, ils n'emploient pas toujours le terme neurofeedback, même quand ils en font. Donc c'est important de le savoir, et ces BCI-là, ils s'opposent aux BCI traditionnels d'assistance pour la communication et le contrôle. Donc c'est important de savoir. Moi, quand je fais mon état de l'art, j'utilise toujours les deux mots-clés, parce qu'il y a des travaux communs des deux côtés. Donc, en ce qui concerne les modalités pour monitorer l'activité cérébrale, il en existe plusieurs. La première qui a été utilisée, c'est l'EEG, dans les années 60, même en 1935, par Durup et Fessard. Donc l'EEG, on lui reproche souvent son manque de spécificité spatiale, et donc dans les années 2000, il y a le neurofeedback IRM qui est apparu et qui est venu combler un petit peu les lacunes du neurofeedback EEG en ouvrant vraiment la porte à la régulation des régions profondes du cerveau, et avec une haute résolution spatiale.
Par contre, il n'a pas la résolution temporelle de l'EEG. Et puis, plus récemment, il y a le neurofeedback basé sur la spectroscopie proche infrarouge et le neurofeedback basé sur la magnétoencéphalographie qui ont fait leur... Voilà, il y a eu des preuves de concept et même des applications des premiers tests cliniques. Mais du coup, voilà, au-delà de tout ce qu'on sait sur les caractéristiques de ces signaux, de ces modalités, il n'y a pas vraiment de gold standard pour le neurofeedback. Et puis, on n'a jamais vraiment comparé un type de neurofeedback, EEG, IRM, MEG et NIRS. Donc voilà. Et en fait, ces différentes modalités, elles permettent de capter, de mesurer un phénomène lié à l'activité cérébrale. Et donc, elles donnent une vision partielle de ce qui se passe dans le cerveau. Et en les combinant, du coup, on a accès à une plus grande, à une information plus riche sur l'activité cérébrale de la personne. Donc, en 2010, il y a le champ des BCI hybrides qui a émergé. Une BCI hybride, c'est au moins une combinaison d'un BCI et d'un autre système, par exemple un système de biofeedback. Mais ça peut aussi être la combinaison de deux BCI. Et le but, ça peut être donc d'améliorer la classification, les performances de classification du BCI hybride, ou de générer plus de commandes qu'on pourrait le faire avec une seule modalité. Et donc il y a la combinaison de l'EEG et du NIRS qui a été proposée. Et effectivement, il y avait des performances de classification accrues grâce à la combinaison des deux. Il y a aussi eu la combinaison du NIRS et du Doppler transcrânien, donc on en entend un peu moins parler, mais voilà, ça a été fait. Et puis dans la communauté neurofeedback, en 2013, donc il y a une équipe du Texas qui a vraiment proposé pour la première fois de fournir un neurofeedback bimodal basé sur un signal EEG et IRMF. Donc dans la suite, moi je vais parler que de neurofeedback et d'EEG et d'IRM fonctionnel. Donc ça peut être intéressant de faire une comparaison méthodologique des deux types de neurofeedback. Avant tout, il y a une différence de coût qui est bien connue, donc, où l'EEG est beaucoup plus abordable que l'IRM fonctionnel, même s'il y a des devices qui sont assez chers quand il y a beaucoup d'électrodes et quand ils sont compatibles d'IRM notamment. Ensuite, l'origine des signaux est différente. Donc, l'EEG, c'est... Voilà, je ne vais pas repasser puisque donc, ça a déjà été rappelé par Thomas. Du coup, en EEG, donc, on capte ces oscillations bien connues qui ont des ondes delta aux ondes gamma. Et en IRM, ce qu'on mesure, ça s'appelle... c'est lié à l'effet BOLD, donc pour Blood Oxygen Level Dependent Effect. Et donc en fait, quand l'activité neuronale a lieu, il y a un besoin en énergie et donc il y a un apport en oxygène qui est fait par le sang et du coup le taux d'oxygène atteint un pic 4 à 6 secondes après l'onset neuronal. Et puis voilà, si l'activité neuronale est ponctuelle, le taux d'oxygène va ensuite retourner à la baseline. Donc ça s'appelle la réponse hémodynamique et on voit qu'elle est indirecte et notamment elle est décalée dans le temps par rapport à l'activité neuronale. Donc c'est ça qu'on image en IRM fonctionnel. Donc en termes de résolution spatiale et temporelle, l'EEG et l'IRM sont très complémentaires. Donc l'EEG, lui, bénéficie d'une très bonne résolution temporelle lors de la milliseconde, mais il est limité en termes de résolution spatiale lors de quelques centimètres. Puis il y a ce problème de résolution du problème inverse, où on a du mal à passer des électrodes aux sources profondes dans le cerveau. Et puis on est limité aussi à la surface corticale. Donc c'est l'opposé pour l'IRM fonctionnel, qui est lui, on l'aime vraiment pour sa résolution spatiale de l'ordre du millimètre, et puis sa couverture sur tout le cerveau, quoi. Donc, notamment les régions profondes du cerveau qui sont le siège des émotions et d'autres fonctions. Mais par contre, voilà, il est limité par sa résolution de l'ordre de la seconde. On va faire une image maximum par seconde du cerveau.
Et puis il souffre de du coup du délai de la réponse hémodynamique, donc le feedback à la personne, il faut lui dire qu'il est décalé par rapport à ce qui est en train de se passer dans sa tête, qu'il est un peu en retard. Mais les gens, ils peuvent s'en accommoder. En termes de phase de calibration, donc ce qui correspond à vraiment comment on va définir le paramètre d'entraînement, en EEG, en tout cas dans les protocoles classiques, assez classiques, on va déterminer l'électrode et la bande de fréquence qu'on veut entraîner, puis éventuellement le sens dans lequel on veut entraîner en up-regulate ou down-regulate. Ça peut être aussi entre 2 électrodes ou plusieurs électrodes. Et puis pour l'IRM, du coup, on va plutôt sélectionner la région d'intérêt à partir d'une tâche de localisation anatomique ou fonctionnelle. Et puis il y a aussi des approches de plus en plus qui sont plus locales mais distribuées, où on va cibler plutôt un réseau avec des approches multivariées. Et en termes de nombre de sessions, il semblerait aussi qu'il faut plus de sessions en neurofeedback EEG pour atteindre des résultats stables. Donc voilà, il y a plusieurs hypothèses pour ça, mais peut-être que le signal EEG est plus bruité, il y en a d'autres, mais voilà. Le couplage neurovasculaire, c'est ce qui fait le lien entre l'activité neuronale et la variation du débit sanguin, donc la cascade métabolique qui s'ensuit. En ce qui concerne le couplage, c'est une règle un peu d'ordre général. Le signal BOLD, on peut dire que le signal BOLD est inversement corrélé avec les fréquences basses de l'EEG et positivement corrélé avec les fréquences hautes de l'EEG. Mais il existe aussi des situations de découplage, notamment il se peut qu'il n'y ait pas de colocalisation entre les sources électriques et les sources hémodynamiques pour des raisons anatomiques. Et puis il se peut aussi qu'il n'y ait pas de corrélation tout court. On a des sources IRM, on voit une source en IRM fonctionnelle et puis en EEG on n'a rien qui correspond. Et ça peut être lié justement à la nature de la mesure EEG, et aux circonvolutions du cerveau qui font que là on n'a rien capté en EEG. Puis on peut avoir des sources EEG qui ne se voient pas en IRM fonctionnel. Ça peut être par exemple parce qu'elles sont trop transientes et du coup l'IRM fonctionnel ne va pas les capter. Et ça peut aussi être un signe de pathologie, des situations de découplage. Puis ça peut être un problème de mesure. Donc en ce qui concerne l'analyse, quand on dispose de données EEG et de données IRM-F d'un même phénomène, il faut choisir une stratégie d'analyse de ces données. Donc le plus simple c'est de comparer l'analyse qu'on va faire sur l'EEG, sur l'IRM-F. Donc ça peut être utilisé pour valider les activations qu'on a dans les 2 modalités, pour voir si elles sont colocalisées, si elles sont corrélées. Mais il y a aussi des approches dites asymétriques, c'est là qu'on commence vraiment à faire de l'intégration de données, donc ces méthodes-là, elles partent du postulat qu'il y a un substrat commun entre l'EEG et l'IRM pour la tâche donnée. Et donc il y a ce qu'on appelle fMRI Informed EEG Analysis, qui consiste à utiliser l'IRM dans le problème de reconstruction de source comme contrainte additionnelle. Et puis il y a l'analyse EEG Informed fMRI qui consiste à utiliser l'EEG comme un régresseur dans le modèle linéaire général pour prédire l'IRM fonctionnel. Puis il y a des approches dites symétriques, donc les approches symétriques où on va définir un modèle qui lie le phénomène électrique et le phénomène hémodynamique. Et puis il y a des méthodes qui sont dites basées sur les données, qui sont plus des méthodes exploratoires. Si on regarde l'état de l'art des études de neurofeedback qui ont combiné l'EEG et l'IRM fonctionnel,
Donc il y a une étude donc, de l'équipe de Thomas Ross en 2012 où ils se sont intéressés ils se sont posé la question, est-ce qu'une seule session de neurofeedback EEG elle entraîne un changement de plasticité et donc effectivement ils ont pu le voir en faisant donc une acquisition IRM pré et post, donc avant et après l'entraînement par neurofeedback, et ils ont vu qu'il y avait effectivement dans le groupe de neurofeedback par rapport au groupe contrôle, il y avait de la plasticité. Ensuite, il y a des études qui s'intéressent au corrélat IRMF du neurofeedback EEG. Donc, il y a cette étude en 2012 de Kinreich et al. Où, donc, en fait, ils ont classé les sujets en répondeurs, non-répondeurs. Donc, suite à l'entraînement par neurofeedback EEG, et ils sont allés voir du coup les activations IRMF du groupe répondeur et du groupe non répondeur. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut faire. Et donc plus récemment, il y a une étude de Zich et al. Où en fait ils sont allés voir la signature IRMF d'une tâche d'imagination de mouvement assistée par un neurofeedback EEG, et c'est intéressant parce qu'ils ont vu que du coup quand on fait de l'imagination de mouvement et qu'on a un neurofeedback EEG, il y a la mesure IRM dans la région contralatérale, elle varie aussi dans le même sens, mais si on regarde la latéralité, il n'y a pas de corrélation. Donc on peut avoir une latéralisation en EEG mais pas en IRMF, et puis l'inverse. Donc ça montre qu'il y a un lien non trivial entre les deux mesures, et ça peut justifier du coup de faire un neurofeedback qui est basé sur les deux signaux EEG et IRMF. Puis il y a cette étude donc les travaux de l'équipe de Tel Aviv qui, eux, ont proposé une méthode pour identifier une signature, ils appellent ça une empreinte EEG. Donc c'est essentiellement une bande de fréquence, une électrode qui prédit le mieux le signal IRM dans une région donnée. De préférence une région profonde, puisque c'est ce qu'on a du mal à voir avec l'EEG. Et puis, enfin, il y a ces travaux de 2013, donc de l'équipe de Texas, où vraiment ils ont proposé donc, de faire du neurofeedback bimodal basé sur les signaux EEG et IRMF. Et nous, c'est dans cette lignée qu'on se positionne. Voilà, on se dit que si on peut prouver vraiment que le neurofeedback bimodal est plus efficace que le neurofeedback unimodal, ça peut justifier son utilisation pour certaines applications cliniques. Mais donc avant de vous présenter les résultats de notre étude, quelques mots pour préciser que faire de l'EEG et de l'IRMF simultané, c'est vraiment un challenge technique. Donc d'abord, il y a des aspects liés à la sûreté du sujet et du matériel. Donc aujourd'hui, les casques EEG qui existent, qui sont compatibles IRM, voilà, il n'y a plus ces problèmes-là, mais il faut quand même s'assurer que les impédances sont très faibles au niveau de chaque électrode pour qu'il n'y ait pas d'échauffement, de risque d'échauffement. Donc c'est des précautions à prendre, ça rend un peu fastidieux la préparation, la mise en place du casque. Et puis là, on va être plus embêté, c'est sur la qualité des données. Donc l'environnement IRM est très bruité pour l'EEG. Il y a donc la première, alors que l'EEG il est déjà naturellement bruité, c'est encore pire dans l'IRMF, dans l'IRM. Donc il y a le premier artefact, c'est un artefact de gradient qui est lié donc aux changements de gradient qui sont réguliers au cours de l'acquisition IRM. Mais comme leur contribution est très forte, mais comme ils sont réguliers, on peut facilement les enlever en temps réel. Mais il y a un artefact qui nous embête un peu plus, c'est l'artefact dit cardiobalistique, qui est lié en fait au fait que le sang passe dans des vaisseaux, et du coup ça fait bouger un tout petit peu soit la tête, soit les électrodes. Et comme l'électrode est conductrice, si elle se déplace, ça va induire un champ électrique dans le champ magnétique. Enfin, puisqu'on est dans un fort champ magnétique, ça va induire un champ électrique qui va être mesuré du coup par l'électrode. Donc, et celui-là, il n'est pas facile à corriger. Enfin, déjà, il nous oblige à enregistrer l'ECG, mais même quand on enregistre, c'est pas parfait parce que
du coup le rythme cardiaque est très variable dans le temps. Voilà. Et puis donc il y a ce choix de la stratégie d'intégration des données et il faut faire tout ça en temps réel pour le neurofeedback. Donc dans notre étude, on a proposé un protocole pour une imagination de mouvement, donc un protocole de neurofeedback bimodal basé sur l'EEG et l'IRM fonctionnel. Notre étude, c'était un peu la première à comparer le neurofeedback unimodal et bimodal. Du coup, c'était une étude en within subject où tous les sujets au sein de la même session, ils faisaient les trois. Ils s'entraînaient par neurofeedback dans les trois conditions: unimodal, EEG seul, IRM seul, et bimodal, EEG, IRM. Voilà, donc le système dont on dispose, les expériences ont eu lieu au CHU de Pontchaillou, donc à Rennes, la plateforme Neuroinfo de recherche, qui dispose d'une IRM 3 Tesla de Siemens. Là, pour cette expérience, on avait un temps de répétition à 2 secondes, donc une image IRM toutes les 2 secondes. Et puis pour le casque EEG, c'était un casque Brain Products compatible IRM, 64 électrodes. Et donc il faut avoir à l'esprit que c'est des expériences qui prennent beaucoup de temps de préparation, comptant environ 50 minutes de pose du gel, où donc on s'assure vraiment que les impédances elles sont en dessous d'un certain seuil, parce que sinon il y a ce risque d'échauffement une fois dans le champ magnétique. Et ensuite, du coup, on fait ça hors de l'IRM, puis après il faut aller allonger la personne, la disposer dans l'IRM en position allongée avec le coussin et tout, et du coup ça peut encore bouger, donc il faut revérifier les impédances. Et voilà, donc voilà. C'est un aspect non négligeable. Et donc pour le protocole expérimental, c'est une étude qui a été réalisée sur 10 sujets sains. Donc on a choisi d'utiliser pour l'entraînement, on a choisi d'utiliser des index de latéralité à la fois en EEG et en IRMF. En EEG, on n'a pas personnalisé la mesure, c'était vraiment les mêmes caractéristiques pour chaque sujet, où on faisait la différence entre de la puissance dans la bande mue entre l'électrode motrice gauche et l'électrode motrice droite. Et pour l'IRM fonctionnel, on faisait la différence entre l'activité dans le cortex prémoteur gauche et le cortex prémoteur droit. Et on l'identifiait à l'aide d'une tâche de localisation fonctionnelle. On demandait à la personne d'ouvrir, fermer la main, de faire l'exécution de mouvement. Et voilà, cette tâche était réalisée au tout début de la session. Et pour tous les runs suivants, c'était de l'imagination de mouvement. Et donc il y avait un run pré et post sans neurofeedback, et puis 3 runs de neurofeedback, chacun dans des conditions de neurofeedback différentes. Donc la condition A, c'est EEG seul, condition B, IRM seul, et condition C, bimodal. Et donc pour chaque sujet, ces conditions étaient présentées dans des ordres différents pour contrebalancer l'ordre lié à l'effet. Et donc c'était en bloc, donc chaque run c'était 10 fois 20 secondes de flow, 20 secondes de neurofeedback. Et donc la représentation du neurofeedback, c'était les gens ils devaient imaginer qu'ils bougeaient la main droite, et en faisant ça ils devaient essayer de rapprocher la balle d'un carré vert. Donc dans les conditions unimodales, la balle se déplaçait que le long d'un seul axe, comme ça ou comme ça, et dans la condition bimodale, elle se déplaçait en 2 dimensions, et les sujets étaient capables de discriminer, ils savaient quelle dimension correspondait à l'EEG, à l'IRMF, parce qu'il y a ce délai sur la dimension IRMF. Donc en fait, ça on a appelé ça une métaphore de feedback bimodal intégré, en opposition à ce qui avait été proposé dans le premier papier de l'équipe de Texas, où du coup il y avait 2 jauges, une pour l'EEG, une pour l'IRMF, et donc en termes de... Nous on s'est dit, pour le sujet, on préfère représenter les 2 signaux au sein d'une même représentation, pour plusieurs raisons. Comme ça, c'est pour pas trop surcharger la charge cognitive
du sujet. Il a un seul objet à suivre du regard, même s'il ne suit pas toujours, en tout cas il y a un seul objet à percevoir, et il y a un seul but qui est le carré vert. Et du coup, ça donne plus l'impression à la personne qu'il n'y a qu'une seule tâche de régulation à faire et non pas deux dissociées, même si elles bougent un peu dans le même sens. Voilà. Donc, et un autre argument, c'est qu'on pense que ça donne plus de flexibilité sur la manière de définir l'objectif bimodal. Par exemple, ici, si on veut récompenser la personne sur un état qui est défini à la fois par la mesure EEG et IRM fonctionnelle, par exemple la diagonale, où du coup il y a un équilibre entre les deux mesures, pour ne pas favoriser l'un ou l'autre, et ben c'est possible seulement si les deux signaux sont représentés dans un même feedback. Donc une petite vidéo pour montrer un désenregistrement. Donc l'EEG est vertical, l'IRM est horizontal, donc là la personne elle atteint l'objectif en IRM fonctionnel et l'EEG il est un peu plus transient et ils n'arrivent pas jusqu'en haut. En fait là c'était notre première étude et la calibration elle n'était pas parfaite, donc ça faisait un objectif un peu difficile pour les sujets. Voilà. Donc les résultats du questionnaire, donc morceau choisi. En ce qui concerne le run de neurofeedback bimodal, tous les sujets ont eu le sentiment qu'il n'y avait qu'une seule tâche de régulation à faire et non pas deux. Donc il y en a 6 sur 10 pour lesquels l'IRM fonctionnel était plus facile à contrôler que l'EEG. Pour 3 sur 10 c'était l'inverse et pour une personne c'était indifférent. Et pour 8 personnes sur 10, donc ils ont reporté avoir accordé autant d'attention aux deux dimensions. Donc cette question, elle n'est pas forcément facile à interpréter, mais c'est en termes d'attention visuelle, quoi. Donc, et 2 sujets qui ont dit qu'ils ont plus porté d'attention à la dimension qui était plus difficile pour eux à contrôler. Et dans un cas, c'était l'EEG, dans un autre, c'était l'IRM. Donc en ce qui concerne les résultats de la performance du neurofeedback, donc ces graphiques qui montrent les moyennes de groupe, donc des index de latéralité EEG en haut et IRM en bas. Et donc à gauche c'est par condition, donc pré, EEG seul, IRM seul, bimodal, post, et à droite c'est par ordre de run, pour voir s'il y a un effet d'apprentissage au cours de la session. Et ce qu'on voit, donc, déjà, c'est qu'il y a beaucoup de variabilité et ça ressemble beaucoup aux résultats de Zotev, donc des gens qui ont fait un peu la même chose, donc du neurofeedback bimodal. Et puis, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a une tendance où la latéralité EEG s'est améliorée au cours de la session, alors que l'IRMF, il a chuté. Et si on se concentre aussi sur le run de neurofeedback bimodal, on voit que la latéralité EEG elle était plus forte relativement qu'en neurofeedback unimodal, et c'est l'inverse pour l'IRM. Donc on a vraiment des patterns antisymétriques. Donc ça nous donne, si on corrobore ça avec les résultats du questionnaire, ça nous donne l'impression que les sujets ont plus régulé quand même la modalité qui était plus difficile pour eux à contrôler. Et du coup, comme on avait quand même beaucoup de variabilité sur ces index de latéralité, la latéralité elle est connue pour être un indicateur de bonne imagerie motrice, mais ça peut être difficile à contrôler aussi pour un sujet qui est pas entraîné, et puis ça peut cacher du coup ce qui se passe à gauche et à droite. Donc là on s'est concentré sur du coup la zone contralatérale, et on est allé voir le niveau d'activité BOLD dans le cluster d'activation maximale, et ce qu'on a vu c'est que les activations IRM étaient significativement plus fortes durant le neurofeedback bimodal que durant le neurofeedback EEG seul. Et du coup ça peut être lié soit au fait que le neurofeedback bimodal est plus engageant, ça pourrait être le cas parce que la personne elle voit la balle bouger dans 2 dimensions, mais dans ce cas on se serait attendu à avoir aussi la différence entre l'IRM seul et le GIRM. Du coup, ça suggère plutôt que le neurofeedback bimodal était plus spécifique que le neurofeedback EEG, en tout cas dans cette configuration-là. Et donc les perspectives que ça ouvre, donc cette étude elle soulève beaucoup de questions
sur les mécanismes d'apprentissage en neurofeedback bimodal. On a l'impression qu'il y a vraiment des mécanismes propres au neurofeedback bimodal. Et on peut envisager des scénarios où la personne elle apprend peut-être d'abord à contrôler une modalité au détriment de l'autre, et puis ensuite l'autre, puis elle va perdre la première, et puis finalement elle va trouver un équilibre, ou peut-être qu'elle va constamment osciller entre j'essaye de contrôler la modalité A, la modalité B, et puis petit à petit je converge. Donc ça on ne sait pas, et donc il faudrait faire plus de sessions d'entraînement. Il y a aussi des questions qui se posent donc, sur le design du feedback, et sur le choix des paramètres d'entraînement, peut-être aller vers des mesures multivariées, des mesures de connectivité. Et enfin, bien sûr, la prochaine étape, c'est les tests cliniques qui vont bientôt démarrer, puisqu'il y a des financements et tout, il y a tout ce qu'il faut. Et donc des tests sur patients AVC et des tests sur une population de patients déprimés. Je ne sais pas si ça me d'aider, mais c'est une population déprimée. Merci. Merci Lorraine. Pendant que Jean-Marie Bataille s'installe, nous avons le temps pour une question, voire deux si vous êtes très rapide. Merci pour l'exposé. Moi j'ai une question, tu suggérais en début d'exposé, tu rappelais que le contrôle semble plus facile et plus rapide en IA fonctionnelle qu'en EEG, et tes résultats vont aller dans le même sens. Ça paraît contre-intuitif, et surtout que Thomas Ross a dit que plus facilement on observe la variable qu'on veut contrôler, plus le contrôle est facile. Or tu rappelais que l'IA fonctionnelle c'est une mesure indirecte de l'activité neuronale. Donc quelles sont les hypothèses un petit peu pour ça? Moi, je suis pas allée trop loin là-dedans parce que je suis pas sûre de ce que je dis, mais du coup il y a déjà le fait que le signal EEG est plus bruité, donc c'est plus difficile d'apprendre à partir d'un signal bruité qui est moins informatif du coup. Ça c'est la première hypothèse. Et puis l'autre c'est que je crois que c'est Pierre Baumer qui suggérait ça, c'est que en fait, dans le cerveau, il y a plus de mécanismes l'hémodynamique du cerveau, elle est régulée par nature, en fait. Donc, c'était plus intuitif et plus facile de contrôler cette variable-là que de contrôler la variable électrique, en fait. Même s'il y a aussi des processus de régulation qui sont moins propres vraiment au fonctionnement du cerveau. Donc, et ça, voilà, moi je sais pas trop quoi en penser, enfin je trouve ça intéressant comme piste, après ça n'a pas été étudié plus en avant quoi. Donc, voilà. Mais en tout cas ça se voit vraiment que les gens ils arrivent très vite à contrôler l'IRMF et puis le EEG, c'est pas un chemin aussi direct. Après, nous, on n'est que sur une session, mais vraiment sur des études, les papiers de neurofeedback IRMF, on voit des progressions hyper rapides, en fait. Après, il n'y a pas d'études à long terme. Ça, je ne saurais pas trop dire. C'est ce que vous avez demandé ? Non. Bon, bah, merci encore, Lorraine.